Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle intitulée Le Scarabée d'or. Il s'agit d'un texte d'Edgar Allan Poe paru en 1843. Suite à un revers de fortune, William le Grand s'installe sur l'île de Sullivan, près de Charleston, où il construit une hutte. Il est accompagné de Jupiter qui, même affranchi, continue de suivre le Grand. Le narrateur a fait la connaissance de Legrand par hasard. Un jour, le narrateur rend visite à Legrand, mais n'obtenant pas de réponse quand il frappe à la porte, il entre et s'installe dans la hutte. Parce que la journée est exceptionnellement froide, un feu est allumé dans la cheminée. Peu après, Legrand et Jupiter font leur apparition. Legrand dit avoir trouvé un scarabée nouveau qu'il souhaite montrer au narrateur le lendemain matin. Il ne peut pas le lui montrer tout de suite, car Legrand l'a confié au lieutenant G. Legrand propose au narrateur de dormir sur place et d'envoyer Jupiter demain matin chercher le scarabée. Selon Jupiter, le scarabée est en or massif. Legrand dessine un croquis de l'animal et le passe au narrateur. Le chien Terre-Neuve de Legrand entre et fait la fête à l'invité. Le narrateur trouve que le dessin ressemble à un crâne, bien que Legrand dise dessiner assez joliment. Legrand affirme avoir dessiné les antennes du scarabée, mais le narrateur ne les voit pas. Legrand a ensuite un comportement étrange, en examinant minutieusement le dessin, puis en étant absorbé dans sa rêverie. Le narrateur décide de ne pas passer la nuit dans la hutte et s'en va. Un mois plus tard, le narrateur reçoit la visite de Jupiter. Legrand serait malade, bien qu'il ne se plaigne de rien. Jupiter dit que Legrand déambule de ça et de là, et qu'il trace des chiffres avec des signes bizarres. Le serviteur pense que ce changement est dû à une morsure du scarabée. Lui-même dit avoir pris le scarabée dans du papier pour éviter d'être mordu. Depuis, Legrand rêve d'or. Jupiter lui donne une lettre de Legrand. Dans sa lettre, Legrand demande au narrateur de revenir avec Jupiter et dit qu'il doit lui parler d'une affaire de la plus haute importance. Le narrateur décide d'aller voir son ami. Sur le bateau, le narrateur remarque une faux et 3 bêches que Legrand a fait acheter à Jupiter. Arrivé sur place, le narrateur est accueilli par Legrand. Après que le narrateur l'ait interrogé sur le scarabée, Legrand révèle que le scarabée est véritablement en or. Il est persuadé que le scarabée va lui permettre d'arriver jusqu'à l'or. Legrand montre au narrateur le scarabée. Quand Legrand lui demande de l'aide dans l'accomplissement des vues de la destinée et du scarabée, le narrateur pense que Legrand est malade et a de la fièvre. Cependant, Legrand n'a pas de fièvre et dit être bien portant. Legrand souhaite que le narrateur les accompagne, lui et Jupiter, pour une expédition dans les collines qui durera toute la nuit. Après que Legrand ait promis de se soigner à son retour, le narrateur accepte de l'accompagner. À 4 heures partent le narrateur, Jupiter, Legrand, le chien Terre-Neuve et le scarabée attachés à une ficelle. Ils arrivent sur un plateau au sommet d'une montagne. À cet endroit, se trouve un tulipier géant. Legrand demande à Jupiter de grimper sur l'arbre avec le scarabée. Bon gré mal gré, Jupiter se soumet à l'ordre. Legrand guide Jupiter dans l'ascension de l'arbre. À la 7e branche, Legrand lui demande de s'avancer sur cette branche, bien que cette branche paraisse pourrie, et tout en tenant le scarabée. Au bout de l'arbre, Jupiter trouve un crâne. Legrand demande à Jupiter de faire passer le scarabée par l'œil gauche du crâne. Après cela, le scarabée devient brillant. Legrand marque l'endroit où est tombé le scarabée. 50 pieds plus loin, il trace un cercle d'environ 4 pieds. Les personnages creusent à cet endroit grâce aux bêches. Après avoir creusé quelques heures, ils ne trouvent rien. Alors qu'ils sont en train de repartir, Legrand comprend que Jupiter a confondu l'œil gauche avec l'œil droit. Legrand trace un nouveau cercle ailleurs. Les 3 personnages recommencent à creuser. Ils trouvent 2 squelettes, puis un coffre à l'intérieur duquel se trouve de l'or et des bijoux. Une partie du trésor est laissée sur place et gardée par le chien. Les 3 personnages emportent le reste jusqu'à la hutte. Ils refont un autre voyage afin de ramener le reste du trésor chez Legrand. Un inventaire est fait et la valeur du contenu total du coffre est estimée à 1,5 million de dollars, somme qui est probablement sous-évaluée. Legrand donne des explications sur sa trouvaille. Lorsque Legrand a dessiné le scarabée, il a bien dessiné un scarabée et non une tête de mort. Legrand s'est rendu compte qu'il a dessiné le scarabée sur un côté du parchemin, à la même place que la tête de mort placée sur l'autre côté du parchemin. Il se souvient qu'il n'y avait pas de dessin de crâne lorsqu'il a dessiné son scarabée. Legrand a fait le rapprochement entre le crâne et les pirates. Legrand se souvient que lorsque le scarabée d'or a été trouvé, Jupiter l'a pris en l'enveloppant dans du papier, qui était en réalité un parchemin. Legrand a pensé que le dessin du crâne est apparu lorsque le narrateur approchait le parchemin du feu. Lorsque Legrand a de nouveau placé le parchemin près du feu, il a vu apparaître le dessin d'un chevreau placé à l'endroit où se trouve habituellement la signature. Legrand a fait le lien entre le chevreau et le capitaine Kidd, car Kidd en anglais signifie chevreau. Des rumeurs existaient selon lesquelles Kidd avait enfoui des trésors sur la côte de l'Atlantique. En faisant chauffer le parchemin dans une casserole, Legrand a trouvé un message codé comportant des chiffres et des signes.
Legrand a réussi à décrypter le code du cryptogramme qui était écrit en anglais. Il a compté le nombre de chaque caractère. Il a ensuite fait des liens entre les caractères ou suites de caractères selon leur utilisation dans le parchemin et les lettres ou mots selon leur fréquence dans la langue anglaise. À la fin, il a découvert un texte qui en français et avec des divisions donne un bon verre dans l'hostel de l'évêque dans la chaise du diable, 41 degrés et 13 minutes, nord-est quart de nord, principale tige 7e branche côté est, lâché de l'œil gauche de la tête de mort, une ligne d'abeilles de l'arbre à travers la balle 50 pieds au large. Legrand a cherché un bâtiment appelé l'hôtel de l'évêque, mais il n'a rien trouvé. Après qu'il ait fait des recherches à propos du Bishop's Hostel, une femme l'a accompagné à un gros rocher. Sur place, il a trouvé dans la roche une niche qui ressemblait à une chaise. Il a pensé avoir trouvé la chaise du diable. Les mots « bon verre » faisaient référence à une longue vue et les indications « 41 degrés et 13 minutes » et « nord-est quart de nord » étaient une direction. Placé comme il le fallait, Legrand a vu un crâne fixé sur un arbre. Il a alors compris que les mots « principale tige »,« 7e branche »,« côté est » faisaient référence à la position du crâne sur l'arbre. Pour Legrand, les mots « lâché de l'œil gauche de la tête de mort » signifiaient qu'une balle tombée de l'œil gauche du crâne indiquerait un endroit précis. Le lendemain de cette découverte, Legrand a réussi à échapper à la vigilance de Jupiter. Il est parvenu à retrouver l'arbre qui l'intéressait. La suite de l'histoire, nous la connaissons. Legrand avoue avoir agi quelquefois bizarrement afin d'apporter une mystification à cette affaire face aux soupçons du narrateur à propos de la folie de Legrand. Il pense que les deux squelettes retrouvés sont ceux de deux personnes qui ont aidé Kidd à cacher son trésor et que Kidd a tué afin de garder le secret. La nouvelle est découpée en 4 temps. La scène d'exposition, le récit de la découverte du scarabée, le cheminement jusqu'au trésor et enfin les explications de Legrand. Legrand est présenté comme un excentrique. Le début de la nouvelle met l'accent sur son déménagement sur l'île de Sullivan qui semble peu accueillante, sur le fait qu'il habite une extrémité écartée de l'île et sur la hutte qui lui sert d'habitation. Le narrateur nous dit que Legrand a des alternatives d'enthousiasme et de mélancolie, donc que ce n'est pas une personne stable. Legrand paraît être une personne isolée, puisqu'il n'a de lien qu'avec l'ancien esclave Jupiter, qu'il a quitté la ville de ses aïeux et qu'il ne paraît pas avoir d'amis autres que le narrateur. Après que le narrateur ait redonné le croquis du scarabée à Legrand, le narrateur souligne le comportement étrange de son ami, ce qui le pousse à ne pas passer la nuit dans la hutte comme cela avait été prévu. La bizarrerie de Legrand est une fois de plus soulignée lorsque Jupiter rend visite au narrateur. Il explique alors les faits et gestes qu'il ne peut pas comprendre à une maladie qu'aurait Legrand. L'idée de la maladie est reprise plus tard lorsque le narrateur voit Legrand pour la 2e fois durant le récit. En effet, après avoir entendu Legrand parler, le narrateur lui conseille de se mettre au lit, pensant que son ami a de la fièvre. Cependant, lorsque le narrateur prend le pouls, il constate que Legrand n'a pas de fièvre. Au cours de l'expédition, le narrateur pense plusieurs fois que Legrand est devenu fou. La soi-disant folie de Legrand n'en est pas une. Nous avons l'explication de ces agissements étranges dans la dernière partie de la nouvelle, c'est-à-dire lorsque Legrand nous explique son cheminement d'idées et de faits qui l'ont conduit jusqu'au trésor. N'ayant pas les informations nécessaires, le narrateur et Jupiter ont seulement évalué les actions de Legrand selon leur notion de normalité. Legrand est pourtant un être intelligent. La découverte du trésor ne repose que sur ses seules épaules. Il est déjà parvenu à lire le parchemin en ayant l'idée de l'exposer à la chaleur. Il a su relier les événements aux réactions puisqu'il a déduit que l'image du crâne a été visible après que le narrateur ait approché le parchemin du feu. Il a fait le lien entre le crâne et les pirates ainsi qu'entre le chevreau et Kidd. Il a ensuite réussi à trouver la signification du code en faisant de la cryptographie. Alors que le code paraît difficile, Legrand dit que la solution n'est certainement pas aussi difficile qu'on se l'imaginerait au premier coup d'œil. Il parvient grâce à sa méthode, pleine de bon sens mais à laquelle il fallait penser, à déchiffrer le code. Il parvient à donner du sens à la phrase trouvée. Alors le sens n'est pas immédiat. Il arrive à trouver l'arbre, la branche qui contient la tête de mort et l'enchaînement, il lui permettra de savoir où creuser. C'est Legrand qui a fait la plus grande partie du travail, celle sans laquelle la trouvaille n'aurait pas été possible. Jupiter et le narrateur l'ont secondé physiquement puisqu'ils l'ont aidé à creuser, et puisque c'est Jupiter qui est monté dans l'arbre après en avoir reçu l'ordre par Legrand. Cette histoire est ancrée dans le réel puisqu'il s'agit de la recherche d'un trésor qui a été enfoui précédemment par un pirate nommé Kidd. Cette trouvaille est d'autant plus importante que l'on sait que Legrand est tombé dans la misère, ce qui l'a poussé à quitter la Nouvelle-Orléans. Cependant, quelquefois l'histoire se dirige vers l'irréel. Il est tout d'abord question du scarabée qui n'a jamais été vu jusqu'alors. Jupiter le croit en or, ce qui augmente la féerie de l'animal. Legrand fait croire un instant qu'il le pense aussi. Le narrateur, lui, ne le croit pas, mais ne vérifie jamais ce fait. L'animal paraît d'autant plus fabuleux que Jupiter rapproche la morsure du scarabée au fait que Legrand soit devenu fou. L'autre moment qui paraît fantastique est le fait qu'il faille faire passer le scarabée par l'œil gauche du crâne. D'autant plus que le scarabée devient sans raison apparente brillant après son passage par l'orbite. Cependant, nous apprenons plus tard que le scarabée n'était pas obligatoire,
et qu'une simple balle aurait suffi. Au final, le scarabée n'a rien à voir avec la découverte du trésor. Le titre de la nouvelle induit volontairement le lecteur en erreur en lui faisant croire que le scarabée a un rôle significatif. Les légendes rapportées sur Kid accentuent le côté extraordinaire de la nouvelle. L'irréalité passe aussi par le fait que la nouvelle nous narre des événements qui ont lieu durant 2 soirs ou nuits, sans qu'il y ait de véritable raison à cela. Le comportement du chien fait croire qu'il a un élément surnaturel. En effet, lorsque les personnages sont en train de creuser avec des bêches, le chien ne tient pas en place et aboie. Le chien ira même jusqu'à aller dans le trou et creuser de lui-même comme si un élément le dérangeait, alors qu'il n'en est rien du tout. Pendant tout ce dialogue, la personne de Jupiter était restée invisible. Mais l'insecte qui laissait filer apparaissait maintenant au bout de la ficelle, et brillait comme une boule d'or brunie au dernier rayon du soleil couchant, dont quelques-uns éclairaient encore faiblement l'éminence où nous étions placés. Le scarabée en descendant émergeait des branches, et, si Jupiter l'avait laissé tomber, il serait tombé à nos pieds. Le grand prit immédiatement la faux et éclaircit un espace circulaire de 3 ou 4 yards de diamètre, juste au-dessous de l'insecte, et, ayant achevé cette besogne, ordonna à Jupiter de lâcher la corde et de descendre de l'arbre. Avec un soin scrupuleux, mon ami enfonça dans la terre une cheville, à l'endroit précis où le scarabée était tombé, et tira de sa poche un ruban à mesurer. Il l'attacha par un bout à l'endroit du tronc de l'arbre qui était le plus près de la cheville, le déroula jusqu'à la cheville, et continua ainsi à le dérouler dans la direction donnée par ces 2 points, la cheville et le tronc, jusqu'à la distance de 50 pieds. Pendant ce temps, Jupiter nettoyait les ronces avec la faux. Au point ainsi trouvé, il enfonça une seconde cheville, qu'il prit comme centre, et autour duquel il décrivit grossièrement un cercle de 4 pieds de diamètre environ. Il s'empara alors d'une bêche, en donna une à Jupiter, une à moi, et nous pria de creuser aussi vivement que possible.